1, 2, 3, le rec est lancé. Bonjour. On est bientôt en 2025 et j'ai toujours pas sorti mon top 10 des films de 2022. Je pense qu'il est temps. Alors pour la 10e place, c'était un petit peu compliqué parce que en 2022, il n'y a pas énormément de films qui m'ont plu et du coup, il y avait beaucoup qui se valaient un petit peu en termes de qualité pour moi. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une petite liste des films que j'ai notés à peu près pareil sur Letterboxd. En termes de popularité, il y a eu Top Gun Maverick, que j'ai trouvé très sympa. Bonne tension, de bonnes scènes d'action, rien de fou, mais dans l'ensemble, c'était très agréable. Il y avait aussi The Whale de Aronofsky, que j'ai trouvé cool, mais vraiment la fin c'était pas pour moi, il y avait trop ce côté référence biblique que Aronofsky a beaucoup en général. Il y a eu énormément ça sur Mother, d'ailleurs c'est ça qui m'a un petit peu embêté dans le film. C'était, pour Mother en tout cas, c'était assez subtil on va dire au début, et sur la fin il te crachait les métaphores bibliques, et c'était beaucoup. Là sur The Whale c'était un peu moins ça, du coup déjà ça m'a plus plu. C'était ouais sur la fin qu'il y a eu un petit peu de ça. Mais sinon, Brendan Fraser, incroyable dans le rôle, des scènes vraiment touchantes. Parfois, je trouvais quand même que l'acting de Sadie Sink était un poil trop. Enfin, c'était pas son acting, c'était plus l'écriture du personnage. Je trouvais qu'il était un peu trop méchant par moment. Je me disais, c'était pas vraiment humain. Après, ça collait un petit peu avec le contexte. Enfin, il fallait qu'il y en ait un qui soit vraiment méchant avec l'autre. Enfin, vous comprenez ce que je dis si vous avez vu le film. Sinon, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un prof de français qui fait des cours en visio et qui est en obésité morbide, donc il galère à vivre, à se déplacer dans sa maison. Et on va voir les réactions des personnes qui l'entourent, on va dire, face à sa situation. Et donc Sadie Sink, qui est sa fille, qui va, euh, qui va un petit peu le bully, on va pas se mentir, euh, juste parce qu'il est en surpoids et parce qu'il prend pas soin de lui. C'est, il y a des passages vraiment très touchants et d'autres qui sont durs un petit peu à vivre. Donc j'ai trouvé le film très agréable là-dessus. Alors après dans les films qui ont pas trop plu mais moi que j'ai trouvé sympa, il y a Deepwater avec Anna de Armas et Ben Affleck. J'ai trouvé que c'était un très bon thriller, j'étais vraiment dedans, ça m'a pris, il y a eu des passages où il y avait une bonne tension, c'est pas du tout mal filmé, enfin il y a... J'ai pas trop compris ce que les gens aimaient pas trop avec ce film, du coup moi je vous le conseille. Franchement la dynamique entre Anna de Armas et Ben Affleck fonctionne très bien, enfin en même temps pendant qu'ils tournaient le film ils étaient ensemble donc c'est plutôt logique, mais ouais des très bons acteurs, le scénario plutôt potable, enfin franchement ouais c'était très agréable. J'ai aussi apprécié Thor Love and Thunder, je sais que je suis un des rares mais j'ai trouvé le film très fun. Alors c'est vrai qu'il y a des passages qui sont vraiment trop en termes d'humour. Euh, je m'attendais pas à ça de la part de Taika Waititi, le réal, parce que dans les autres films qu'il avait fait, l'humour était, alors on va pas dire subtil non plus, parce qu'il faut pas déconner, mais ça réussissait à se séparer un petit peu des scènes d'émotion. Et là dans Thor Love and Thunder, c'est moins le cas. C'est un peu dommage pour certains passages. Pour d'autres, c'est tellement con que ça marche, je trouve. Euh, Christian Bale est très bon dans le rôle, même si c'est vrai, je comprends les critiques sur le design du perso qu'il incarne, le méchant Gore. Le design dans le film est cool, mais comparé à ce qu'on aurait pu avoir et ce qu'il donne dans les comics, c'est vrai que c'est plus stylé dans les comics. Mais sinon, c'était assez fun. Les scènes d'action, surtout sur la planète en noir et blanc, étaient vraiment très cool. Je trouvais que visuellement ça faisait un très beau contraste, du coup entre la planète et le méchant qui sont en noir et blanc, même les acteurs sont en noir et blanc, mais les armes et les effets qu'elles ont sont de la couleur qu'elles ont d'habitude. Et donc je trouvais que ça fonctionnait vachement bien avec le marteau, les éclairs, tout ça. C'était très cool. Et ouais, c'était
bien, divertissant, franchement, ouais, pas déçu. En 9ème position, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Et là... le cauchemar commence. C'est vrai que c'est mon 2e film Marvel que je mets dans la liste des films de 2022. On va dire que Thor: Love and Thunder ça comptait pas trop, parce que si j'avais dû en choisir qu'un seul pour la catégorie 10, j'aurais peut-être pas pris celui-là. Mais c'est vrai que c'est assez rare que j'apprécie autant les films Marvel. Et en même temps, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, je vais dire Doctor Strange 2 parce que c'est beaucoup moins long. Doctor Strange 2 est réalisé par Sam Raimi, le réalisateur des Evil Dead et des 3 Spider-Man. Donc c'est vrai que c'était un peu plus facile. Après, on se rend compte pas mal qu'il a été bridé énormément par les studios de production, par Marvel, notamment par les producteurs, enfin la totale, mais il a quand même réussi à donner un petit peu sa patte à ce film. Bah, y a plein de scènes où je me disais, ouais, ça sent le Sam Raimi, où ça sent un petit peu le début des années 2000. Notamment, il y a une scène où il y a la sorcière rouge qui est en train de méditer, qui est du coup, elle est en l'air, il y a des trucs qui se passent autour d'elle, je crois, et la caméra elle bouge un petit peu, elle fait le tour du personnage, et il y a une musique un petit peu rock des années 2000, et ça m'a vraiment fait sourire. J'étais là, ouais, vas-y quoi, c'était ça faisait plaisir de voir un truc un petit peu différent dans les Marvel. Il y a aussi beaucoup de très beaux plans, je vous en mets quelques-uns là à l'image. L'histoire était assez cool, enfin j'ai rien à redire vraiment dessus. Je sais qu'il y avait eu des critiques sur le scénario, principalement sur le concept de multivers, parce que le film s'appelle In the Multiverse of Madness, et les gens se plaignaient du fait que les personnages traversaient pas assez d'univers parallèles, et je comprends un petit peu ce manque vraiment de multivers. Enfin, c'est toujours agréable de voir un monde parallèle, mais je trouve que là, si on l'avait fait dans ce film, ça aurait été beaucoup trop, et on n'aurait pas, on serait pas resté assez longtemps dans chaque univers pour que ce soit cohérent avec l'histoire. Ça aurait été juste, bah, un petit peu ce qu'ils font dans tous les Marvel, des genres de caméos d'univers. Et en plus, il y a déjà eu un petit peu ça. Il y a une scène où ils traversent plein d'univers très rapidement, donc avec plein de styles visuels différents. Ben là, du coup, si tu fais pause au bon moment, tu peux voir des petits easter eggs. Ça a dû faire plaisir aux Marvel fans. Et moi, j'ai bien aimé la scène, elle était très jolie. Mais franchement, le fait qu'ils se déplacent que dans, je crois, 3 univers parallèles, principalement, ça m'a pas vraiment dérangé. J'ai trouvé ça cool aussi d'aller un petit peu plus en profondeur dans les univers, comprendre 2-3 trucs. Même si c'était pas hyper deep, je trouve que c'était sympa de voir un peu plus de chaque univers, plutôt qu'on rentre dedans, qu'on sorte, ou rentre dedans, qu'on sorte. Voilà, du coup ça c'était cool. Je vous ai parlé des plans de caméra, mais c'est vrai qu'il y a aussi des beaux mouvements de caméra, surtout dans les scènes d'action. Ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve assez rarement dans les films de Marvel, où la caméra passe autour des personnages pendant qu'ils font des trucs. Là en plus c'est de la sorcellerie, donc il y a des trucs qui bougent dans tous les sens. Et avec une caméra vraiment dynamique, c'était assez cool de voir ça. Donc ouais, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est très cool, principalement parce que c'est réalisé par Sam Raimi. Les acteurs sont bons. Enfin, moi je suis grand fan de Elizabeth Olsen, et je trouve que dans ce rôle-là, elle est très douée. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez voir une série avec Elizabeth Olsen, il y a Love and Death qui est sorti il y a un petit moment maintenant, qui est plutôt sympa, et en plus il y a Jesse Plemons qui est un putain d'acteur. Donc si vous voulez regarder, c'est une mini-série, je crois qu'il y a 8 épisodes, et c'est plutôt sympa. C'est pas du grand art, mais franchement c'est agréable. En 8ème position, The Northman. Père, je vous vengerai! Mère, je vous sauverai! Fjolnir, je te tuerai! Père, je vous vengerai. Mère, je vous sauverai. Fjolnir, je te tuerai. Alors celui-là c'était une assez bonne surprise, je m'attendais pas trop à l'aimer, parce que moi les trucs qui se passent dans le passé, genre royauté ou viking, en général c'est pas un truc qui me branche.
Mais là, du coup, je l'ai regardé et j'ai kiffé sa race. C'était vraiment très bien. C'est réalisé par Robert Eggers, qui a fait The Witch et The Lighthouse, qui sont des films assez particuliers. J'ai beaucoup aimé The Lighthouse, moins que The Northman, mais c'était assez cool, surtout principalement même sur les jeux des acteurs. Il y a Willem Dafoe et Robert Pattinson, donc c'est sûr que c'était un mélange assez particulier, mais ça fonctionnait extrêmement bien. Et il a une façon de filmer les choses assez particulière, Robert Eggers, qui fait que dès que tu vois un film de Robert Eggers, tu peux te dire ouais, ça c'est de lui. Et The Northman, c'est pareil. Je m'attendais pas à ce que le film soit comme ça, parce que j'avais pas trop aimé The Witch. Et au final, bah il y a des putains de scènes d'action qui sont hyper satisfaisantes, hyper bien filmées. La musique est très bien aussi. Je me rappelle pas de moments où je me suis vraiment fait chier, ce qui est assez rare dans ce genre de film, parce qu'il n'y a pas de l'action tout le temps, hein, c'est vraiment une histoire, il y a des histoires de légendes, de sorcellerie, et, euh, et je trouvais que c'était vachement bien fait. Le truc qui me reste encore en tête là maintenant, vu que ça fait un moment que je l'ai vu, c'est vraiment les scènes d'action. Il y en a une qui se passe dans un endroit complètement inattendu, et celle-là elle m'a vraiment marqué. Pareil pour une des premières grosses scènes de baston, j'avais trouvé ça vraiment puissant quoi. Et oui, donc comme j'ai dit, c'est très bien filmé. Enfin, je vous mets des images à l'écran, mais c'est vraiment très beau. Et du coup, ouais, dans l'ensemble, ça fonctionne très bien. Et je pense que c'est une de mes plus grosses surprises de l'année 2022, du coup, parce que c'est pas le genre de film que je regarde d'habitude. En 7ème position, le film Elvis. Faut que t'ailles chez le coiffeur, joli cœur! À ce moment-là, j'ai vu ce garçon maigrichon se transformer en super-héros. Alors le film Elvis est réalisé par Baz Luhrmann, le réalisateur de... Je sais, hein, je suis pas en train de regarder. Baz Luhrmann, le réalisateur de Roméo plus Juliette, Gatsby le Magnifique et Le Moulin Rouge. Donc des films qui ont assez bien marché, que dans l'ensemble j'ai vraiment aimé. Donc j'aime vraiment bien ce qu'il fait Baz Luhrmann. C'est un peu particulier. Il y a, alors à part dans Gatsby où il y a pas trop de musique si je me souviens bien. Sinon, bah, t'as Roméo plus Juliette qui est très théâtral musique, et t'as Le Moulin Rouge qui est vraiment une comédie musicale. J'ai pas beaucoup de souvenirs du film, mais je sais que je l'avais bien aimé. Et là, du coup, Elvis avec Austin Butler. En 2022, c'était un petit peu le début de son ascension, on va dire, parce qu'après, il a fait Dune partie 2, The Bike Riders, beaucoup plus récemment. Et donc ouais, là c'était le moment où on commençait à se rendre compte que le gars était bon. Et bah pareil, dans le film Elvis, il est très bon. Alors Elvis évidemment, c'est un biopic sur l'histoire d'Elvis Presley, et sa relation aussi principalement avec ses producteurs, enfin son producteur principal, incarné par Tom Hanks, qui a un masque pendant tout le film. Et je trouve que la prothèse est assez... bah déjà assez bien faite, mais ça lui fait une tête assez bizarre. Ce qui m'a marqué dans le film, au-delà du fait qu'il soit très long, c'est le montage. Le film a vraiment un rythme de malade, malgré ses 2h40, je crois à peu près. Et c'était vraiment hyper dynamique. Il y a des scènes où le montage est précis, et c'est vraiment... Enfin, moi je fais pas mal de montage, et je trouve ça très impressionnant de voir comment certaines scènes passent de l'une à l'autre, et quels effets sont utilisés pour faire certains trucs. Sinon, pour ce qui est de l'histoire, bah, vu que c'est un biopic, je pense pas qu'il y ait trop de problèmes là-dessus. Moi je connais pas trop l'histoire de Elvis Presley, mais franchement ça m'a bien plu, ça m'a accroché. J'ai peut-être eu un petit problème avec les passages dans le temps, parce que bah forcément pour retracer l'histoire d'Elvis, il faut qu'on le voit quand il était petit, quand il a commencé, et quand il est mort du coup, OMG spoil. Et quand il est mort, il avait la quarantaine. Et le problème que j'ai, c'est que Austin Butler,
même avec des prothèses, il fait pas la quarantaine. Vraiment, dans les quelques scènes qu'il y a eu, c'était vraiment pas crédible et ça m'a un petit peu sorti du film à ce moment-là. En plus, ça tombait pas bien parce que une des scènes où il est vieux, il y a un plan qui est très moche, qui pue l'image de synthèse. Il y en a pas beaucoup, mais celui-là il m'a marqué. Du coup, ouais, ce passage-là, ça m'a un poil sorti, mais sinon, tout le reste, j'étais à fond dedans, très dynamique, euh, très bien joué aussi, et ouais, l'histoire est cool. Enfin, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Regardez-le. En 6ème position, Prey. Il sait chasser. Moi, je sais survivre. Alors Prey, c'est quoi? C'est un préquel au premier film Predator qui se passe lui en 1719. Donc dans le film, on suit une jeune chasseuse dans sa tribu. Un jour pendant la chasse, elle trouve des animaux un petit peu découpés de partout et elle tombe sur des traces qui sont bien plus grandes que celles d'un ours. Et on se demande bien qu'est-ce que c'est. Donc nous, évidemment, on sait que c'est le Predator. Et du coup, le but du film, ça va être de voir comment les personnages vont survivre au Predator. Et même essayer de le chasser, parce que dans certains films, ils sont plus en mode fuite du Predator. Alors c'est un peu le cas au début, mais ça va très vite switcher, parce qu'en fait, le Predator, comme la tribu, ont des instincts de chasseur. Donc en fait ça va être un petit peu un jeu de qui chasse qui. Et c'était ça qui était vraiment intéressant comparé aux autres films en tout cas. Mais sinon le film est vraiment très bien filmé, des très beaux plans sur la nature, même sur les personnages, enfin il n'y avait pas de soucis. J'ai eu un petit problème on va dire avec la VO, où en fait t'as les acteurs en général qui jouent très bien, mais t'as à un moment une tribu de personnages qui sont censés être français je crois, mais qui ont un accent très chelou en VO. Du coup ça fonctionnait pas très bien pour moi, ce petit truc m'a un peu sorti du film, mais à part ça c'est très fun et le Predator est badass sa mère, je kiffe, c'est trop stylé. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film, il est fun, Predator stylé, bien filmé, qu'est-ce que vous attendez? En 5ème position, Everything Everywhere All at Once. Ça ne s'annonce pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tout le monde en a déjà entendu parler, il a fait énormément de bruit, même beaucoup en France, d'ailleurs c'était un petit peu la surprise du film, il a beaucoup plus marché en France qu'aux États-Unis, le film encensé de partout. Au début, avant de voir le film, j'avais un petit peu des doutes, parce que je me disais, c'est trop. Les gens le sur-hype de fou, et j'aime pas trop quand les films se font sur-hype. Et au final, le film était bien. J'ai trouvé ça très humain dans les personnages. Ils sont tous très bien écrits, les relations sont crédibles, cohérentes. Et le film est fun, c'est assez cool. Ils arrivent un petit peu à faire ce mélange, parfois un peu moins, surtout parce que ça parle de multivers, donc ils vont très loin dans le multivers, mais j'en parlerai juste après. Et parfois il y a des vannes qui sont coupées par quelque chose de sérieux, et du coup, par moment, je pense que ça pourrait déranger certains. Moi perso, ça va, ça m'a pas sorti du film. Et 2-3 vannes qui m'ont pas trop fait rire, et d'autres qui étaient très drôles. Donc voilà, au niveau de l'humour, c'est assez compliqué en général dans les films. Là, je trouve que ça va, il fait le taf. J'ai quand même eu du mal aussi avec le dernier tiers du film, que je trouve un poil long. C'était à ce moment-là au cinéma, j'étais un petit peu en train de me dire quand est-ce qu'il s'arrête. C'était un petit peu le point noir du film, je pense. Enfin pour moi en tout cas, c'était que la fin aurait pu être raccourcie un petit peu. Sinon, de quoi ça parle le film? C'est une famille qui a une entreprise de machines à laver, mais qui ont des problèmes d'argent. Et en fait, ils vont du coup aller aux impôts parce qu'ils ont des problèmes avec les impôts. Et sortis de nulle part, ils vont être entraînés dans une histoire de multivers qui est très bien imagée d'ailleurs, avec un effet de verre cassé
qui montre du coup les deux, d'un côté un univers, de l'autre côté un autre, et visuellement ça fonctionne très bien, je trouve. Et du coup voilà, il y aura plein d'univers différents. Là, contrairement à Doctor Strange 2, on voit plus d'univers. Après, le film est un peu plus long, et du coup ouais, je pense que c'est un petit peu ça aussi que le problème que les gens ont eu avec Doctor Strange. Ils ont fait le parallèle avec celui-là où on en voyait un peu plus et qui était un peu plus fun dans l'ensemble. Du coup bon, ouais, après il y a plein d'autres histoires, je vais pas trop vous spoiler. De toute façon, je me rappelle plus trop du film, je vais pas vous mentir, mais je sais que c'était bien. Waouh, que c'était bien filmé, que c'était fun, les acteurs étaient bons. Et ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, le petit point noir, c'était que j'ai eu un peu de mal avec la fin, que j'avais l'impression qu'il était à la rallonge. Mais sinon, si vous l'avez pas encore vu, regardez-le. En 4ème position, Nope. C'est quoi un mauvais miracle? Y a un mot pour ça? Oh non, non. Alors Nope, c'est réalisé par Jordan Peele, un super réalisateur de films d'horreur, un de mes réalisateurs préférés. Il a fait Us, que j'ai adoré, il a fait Get Out, que j'ai adoré aussi, et là cette année il a fait Nope. J'ai trouvé que le film était très bien, mais un poil en dessous des deux autres. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc Nope, ça parle de quoi? C'est une famille qui a un ranch. Un jour, le père de famille décède à cause d'une pièce tombée du ciel. Donc déjà c'est un petit peu chelou. Il y a le frère et la sœur qui doivent du coup s'occuper du ranch tout seuls. Et ils vont se rendre compte qu'il y a des trucs un petit peu chelous qui se passent. Petit à petit, ils vont se rendre compte d'un truc. C'est qu'il y a un nuage dans le ciel qui bouge pas. Voilà, je vais pas vous raconter plus que ça. Le film, si vous l'avez pas vu, il faut le voir. Si je vous en dis trop, après vous serez moins surpris. Donc ouais, regardez Nope. Donc qu'est-ce que je peux dire sur le film? Les acteurs sont très bons. L'acteur principal c'est le même que celui dans Get Out. J'oublie toujours son nom, je vais le regarder tout de suite. Daniel Kaluuya, je sais pas si je me trompe, qui est très bon. Voilà, il y a même les autres acteurs, il y a l'acteur qui joue Glenn dans The Walking Dead là. Oui voilà, Steven Yeun, qui pareil, très très bon. Dans le film, il y a pas mal de métaphores symboliques sur certains trucs, et je vais pas vous mentir et je vais pas faire le mec, il y en a que j'ai pas compris, notamment la partie sur le singe, vous comprendrez si vous avez vu le film, et la chaussure. Voilà, ceux qui n'ont pas vu le film ils sont complètement perdus, mais ouais, moi aussi j'étais un petit peu perdu là-dessus. Donc ouais, c'était particulier. Après, c'était pas indispensable de comprendre les métaphores, hein. Tu peux très bien apprécier le film sans, mais c'est vrai que moi j'ai pas compris. Sinon, pour le film en lui-même, comme d'hab, vu que c'est un film de Jordan Peele, c'est très bien filmé, il y a une bonne ambiance, le sound design dans ce film est particulièrement réussi. Je vais pas vous donner trop de détails, mais il y a un bruit qui est effectué par quelque chose, je sais pas trop comment vous expliquer sans spoil. Bon, petite partie spoil, du coup, attention, allez à ce timecode si vous n'avez pas vu le film. Donc, du coup, la créature, l'extraterrestre, hein, du coup, c'est un extraterrestre, je crois, quand il s'ouvre et qu'on entend toutes les voix des gens à l'intérieur, et même le sound design un peu plastique, quand la caméra rentre à l'intérieur, enfin, tout est terrifiant. Moi, franchement, je sais que la scène où il y a l'extraterrestre au-dessus de la maison, qui déverse tout, elle m'a tendu, vraiment j'étais pas bien, j'entendais les cris, les bruits des objets qui tombaient sur la maison, enfin c'était vraiment terrifiant. Donc ouais, cette partie là elle était incroyable. C'est bon, vous êtes pas fait spoil. Du coup, que dire de plus? Très bien filmé, très bon sound design, très bien joué, et métaphore pas tout le temps très claire, mais sinon c'était très bien, donc je vous le conseille.
En troisième position, Don't Worry Darling. Je n'ai pas confiance en lui. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux plus. Alors, Don't Worry Darling, c'est un film réalisé par Olivia Wilde, qui joue aussi dedans, c'est principalement une actrice, mais c'est pas une actrice principale, l'acteur principal c'est Harry Styles, le chanteur. Alors, je précise le chanteur au cas où vous l'aviez pas. Il y a aussi Florence Pugh, je pense que vous commencez à la connaître, elle a joué dans Black Widow, elle a joué dans Dune 2, elle a joué dans d'autres films mais je m'en souviens pas. Je trouve qu'elle joue assez bien mais j'ai pas d'attache avec cette actrice. Pareil pour Harry Styles, j'ai pas de grosse attache. Mais dans ce film je trouve qu'il joue assez bien. Et ce qui est bizarre d'ailleurs parce que le film s'est un petit peu fait défoncer. Alors je pense qu'il y a peut-être des histoires aussi avec Harry Styles, je suis pas à l'actu du gars, encore moins en musique du coup. Mais apparemment les gens l'aiment pas et du coup ils ont pas trop aimé le film là-dessus. Bah moi je trouvais que c'était cool, enfin le gars j'ai pas notifié des moments où il jouait mal, du coup ouais c'était un petit peu bizarre. Don't Worry Darling, qu'est-ce que c'est? C'est un film que je classerais dans la catégorie de films que j'adore où il y a un truc qui va mal mais tu sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous voyez le genre de film où il y a une tension et tu comprends pas en fait ce qui se passe. Et là c'est tout à fait ça pendant une grosse partie du film. En plus, c'est dans un monde avec un style dans les années 50-60 que j'adore. Visuellement, moi je surkiffe. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime beaucoup le film. C'est parce que j'adore les films qui exploitent cette esthétique-là. Et en fait, sans spoil du coup, je vais pas vous dire ce qui se passe de chelou, mais c'est un petit quartier qui est dans le désert où ils sont tous assez stéréotypés. Il y a le mari, la femme, et c'est la femme qui reste à la maison pendant que le mari va au travail. Tous les maris travaillent au même endroit, donc très loin, plus loin dans le désert, c'est jamais montré. Et les femmes du coup restent à la maison, elles font des trucs de femmes des années 50. Et c'est un petit peu tout, mais tu comprends qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est ça que j'adore dans ce film. C'est que t'as une tension sans savoir pourquoi et du coup ça te questionne un petit peu et ouais franchement j'ai beaucoup aimé ce film. Très bonne surprise honnêtement parce que le film est pas bien noté et ouais je vous le conseille. Je sais que les quelques personnes à qui je l'ai conseillé m'ont dit qu'ils l'ont apprécié, donc franchement ça fait plaisir et j'espère que ça vous plaira. En deuxième position, Skinamarink. In this house. In this house. In this house. Alors celui-là, il est très particulier parce que je le conseille pas à tout le monde. En fait, Skinamarink, c'est un film d'horreur assez space où l'histoire c'est que il y a deux enfants qui se réveillent dans une maison et les portes et les fenêtres ont disparu. Et comme ça, on se dirait c'est vite chiant. Et en fait, pas du tout. Mais c'est un petit peu ça le truc, c'est que moi j'ai pas trouvé ça du tout chiant. Et d'autres personnes ont détesté le film. Parce qu'en fait, il a une ambiance très particulière si tu rentres dedans. Si tu rentres pas dedans, juste tu comprends pas, tu t'emmerdes. En plus, visuellement, la caméra ne montre jamais les personnages en entier. C'est souvent une caméra posée au sol. On voit pas, je crois qu'on voit pas au-dessus de la taille des enfants. Donc on voit juste des pieds marcher, des fois des petits plans de parties de la maison. Et moi j'étais à fond dedans. Je me rappelle que j'avais un petit peu réuni toutes les conditions pour être vraiment dedans. J'avais tout fermé, j'avais tout éteint, j'avais éteint mon téléphone. J'étais dedans. Et c'est un des rares films qui m'a vraiment fait flipper. Genre, le terme flipper, j'étais pas bien, j'avais le cœur qui battait. Il y a des scènes qui, si t'es dedans, ça te marque. Moi, franchement, ça m'a marqué. En plus, le concept déjà me plaisait beaucoup.
Le fait que du coup deux enfants se réveillent dans une maison, ils peuvent plus sortir, qu'est-ce qui se passe? Et je trouvais que c'était assez brillant, je vais pas vous mentir. Les réactions des enfants face à ce genre de situation, c'est vraiment pas comme on l'attend, du coup, vu que c'est des enfants, c'est pas des adultes. Ils réagissent pas de façon logique, forcément. Et franchement, j'ai kiffé. Du coup, je le conseillerais que aux personnes qui peuvent regarder des films tout seul, dans le noir, sans distraction, et qui essayent de se mettre vraiment à fond dedans. Parce que je pense que regarder ce film à deux, ça fonctionnera jamais. Regarder ce film qu'à moitié, tu seras un petit peu ailleurs, quoi. Et vu que c'est un film d'horreur, en général on s'attend à ce qu'il y ait des screamers, et là dans le film il y en a 2, je crois, donc déjà c'est très peu, et ils sont incroyables. Je les ai encore en tête et ça me vraiment il m'a vraiment marqué ce film, donc je vous le conseille si vous êtes prêt à vous mettre à fond dedans, et si vous avez pas trop peur, voilà. Bon, et pour la première place, sans grosse surprise, The Batman. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Whoa! This guy's crazy! Alors, par où commencer? The Batman, The Batman, The Batman. C'est trop cool. T'as le critique de fou. Je sais pas par où commencer, donc je vais peut-être commencer par l'histoire. Là, dans ce film-là, c'est un Batman qui débute un petit peu. Je crois que ça fait à peu près 1 an ou 2 qu'il est Batman, donc il y a encore des trucs qu'il gère pas trop. Et il devra faire face au Riddler, donc le Sphinx en français, interprété par Paul Dano, et Batman par Robert Pattinson. Dès le début du film, on comprend que ce sera un film assez particulier et assez différent des autres, par sa mise en scène notamment, et des plans de caméra qui sont incroyables. Et la mise en scène est très terre à terre. Il y a beaucoup de plans de caméra à l'épaule. Quand il y a des plans de course-poursuite, la caméra est toujours fixée à quelque chose de façon réaliste. Enfin, c'est fixé à la voiture ou fixé à je sais pas, à une rambarde ou à une autre voiture, mais c'est jamais un truc dans les airs où la caméra fait des mouvements de malade. Donc ça vraiment, ça nous imprègne dans l'univers et ça donne un côté très réaliste au film. Et là où les Batman de Christopher Nolan étaient réalistes dans le contexte, on va dire, enfin c'était des villes réalistes, c'était des patrons d'entreprises cohérents, il y avait des histoires très terre à terre. Là, The Batman, il est terre à terre dans son propre univers. L'univers fait moins réaliste, même si, enfin, en vrai ça va, faut pas déconner, mais il fait plus fantastique, on va dire. Mais tout est filmé de telle sorte à ce que on se dise ouais, ça existe. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le film. La colorimétrie est dingue dans ce film, vraiment. C'est beau, j'adore. C'est un des films les mieux filmés que j'ai vu. Je pense que je ferai une vidéo sur les films les plus beaux que j'ai regardés, parce que vraiment les plans de caméra c'est un truc que je kiffe, la colorimétrie aussi, enfin il y a plein de trucs que je kiffe sur comment on filme quelque chose, et là dans The Batman c'est juste magnifique. Je sais que il y a des gens qui se sont plaints du fait que le film s'inspire beaucoup du film Seven de David Fincher, et là-dessus je suis un peu d'accord. C'est-à-dire que le Riddler, c'est un tueur méthodique qui fait des genres de pièges ou qui fait un peu tout à la main, qui est très minutieux, qui laisse pas de traces, ou alors à chaque fois c'est volontaire. Donc il a beaucoup de rapports avec le tueur de Seven.
Et même, enfin, pour ce qui est de l'univers, c'est un truc très sombre, Seven, The Batman aussi, le côté terre à terre est aussi beaucoup dans Seven. Enfin, on voit que c'est l'inspiration principale de Matt Reeves. D'ailleurs, j'ai pas dit que c'était Matt Reeves qui a réalisé, j'en reparlerai après. Il y a trop de trucs à dire sur ce film. Mais du coup, on voit qu'il s'inspire énormément, et moi personnellement, ça m'a pas dérangé, parce que je kiffe Seven en fait. J'ai surkiffé Seven, d'ailleurs j'ai revu au cinéma Seven, ils ont fait une rediffusion et j'ai trop kiffé. Et du coup ouais, The Batman s'inspire du film et bah je kiffe aussi en fait. Mais je comprends les gens qui aiment pas trop si ils ont pas aimé Seven. Parce que bah, si un film s'inspire d'un film que t'aimes pas trop, bah forcément le résultat sera probablement moins bien. Et c'est un poil ce que ça a fait pour moi, pour le film Joker, qui a été aussi beaucoup critiqué parce qu'il s'inspirait beaucoup de Taxi Driver. Et là, dans ce cas-là, j'étais un peu plus d'accord parce que Taxi Driver, j'aime pas trop. Et du coup, Joker, je préfère à Taxi Driver, mais je le mets vraiment pas au même niveau que The Batman. Je suis un peu moins fan de Joker. Mais ouais, du coup, s'inspirer de Seven, je trouve que c'était une très bonne idée pour ce genre de film très terre à terre. Mais j'ai un petit défaut à donner à The Batman, ce serait qu'il aille pas assez loin dans... Alors, peut-être dans la violence ou dans le côté un peu gore. Parce que Seven c'est très gore, c'est limite catégorisé comme horreur, il y a des passages qui sont assez choquants, et dans The Batman à chaque fois qu'il y a un truc qui pourrait être un petit peu dégueu, c'est coupé ou alors c'est pris en plan très large de loin, donc bah, le film est fait pour être interdit aux moins de 12 ans et ça se voit en fait, c'est un petit peu ça mon reproche que j'ai à faire au film, mais du coup ouais c'est le seul truc que je trouve dommage. Sinon vraiment tout le reste c'est kiffant de fou, c'est beau, putain j'adore ce film. Et donc oui, il est réalisé par Matt Reeves, le réalisateur de les 2 derniers films de la trilogie Planète des Singes je crois. Alors je sais plus les noms mais c'est Planète des Singes 2 et 3 du coup. Moi mon préféré c'est le 2. Je sais pas, une info si vous voulez. Il a aussi fait le film Cloverfield, c'est un film en found footage et celui-là est très bien aussi, je vous conseille. En fait tous ces films je vous les conseille. Et ouais, en fait je m'attendais pas à ce que Matt Reeves fasse un truc comme ça. En fait je sais pas trop à quoi je m'attendais. J'avais pas peur du résultat parce que j'ai vu ce qu'il avait fait Matt Reeves et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Mais ouais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Donc bah, c'est trop bien. Pareil la musique faite par Michael Giacchino je crois, très bien aussi. Giacchino c'est un compositeur qui fait beaucoup de musique de film et il en fait des très bonnes et des fois des pas très bonnes du tout, mais je pense que c'est une question de temps. Enfin, quand il avait fait des musiques pour les Marvel c'était souvent moins bien parce que je crois qu'il avait moins de temps pour composer ses trucs. Là au moins pour The Batman il a eu bien le temps de faire ce qu'il voulait, donc le résultat était vraiment incroyable. Voilà, je pense que c'est fini pour mon top 10 des films de 2022. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve je sais pas quand pour je sais pas quelle vidéo, mais j'espère dans pas longtemps. La bise. Ciao.